à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est la députée socialiste Valérie Rabault, qui est présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Diplômée des Ponts et Chaussées, vous avez commencé votre carrière d'ingénieur dans le BTP avant de poursuivre dans le secteur bancaire. C'est sur les terres roses du Tarn-et-Garonne que vous avez été élue députée socialiste en 2012 à 39 ans. Vous intégrez alors la commission des finances de l'Assemblée pour ne plus la quitter. Vous en serez même la rapporteure générale. Spécialiste des questions économiques, vous avez écrit en 2011 avec Karine Berger un livre « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Après l'élection d'Olivier Faure à la tête du Parti socialiste, c'est à vous qu'il est revenu de présider le groupe Nouvelle Gauche. Vous êtes depuis 2014, vous siégez également donc au conseil municipal de Montauban. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Michael Corr pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Une première question tout d'abord. J'ai lu dans la presse que vous êtes la première femme à présider un groupe politique à l'Assemblée nationale. Est-ce vrai ? C'est exact. Alors le Sénat nous avait précédés puisqu'il y avait déjà eu des femmes présidentes de groupes, y compris dans les années 70. C'était pour les groupes communistes. Et à l'Assemblée, c'est la première fois. À l'Assemblée, c'est la première fois. C'est étonnant. La parité, tout ça fait des progrès aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'il y a encore des... Il reste quelques bastions. Vous savez, quand vous abordez les questions soit financières et budgétaires, soit les questions de stratégie politique, il est peut-être encore dans l'inconscient de certains que ce sont des sujets sérieux, alors que c'est peut-être plus ces messieurs qui sont candidats pour l'être, je ne sais pas. Il faudrait faire l'analyse. Une première question, cette première partie de Face aux chrétiens, de Michael Corr pour La Croix. Alors, puisque vous parliez de bastion, au congrès du PS en 2015, vous aviez signé une motion qui n'était ni celle du groupe majoritaire, ni celle de l'aile gauche, groupe qui était plutôt du côté des frondeurs lors du précédent quinquennat. Ma question, c'est sur quelle ligne aujourd'hui faudrait-il refonder le Parti socialiste ? Est-ce sur ce positionnement que vous aviez déjà amorcé en 2015 ? Alors, ce positionnement, on l'avait amorcé parce qu'on voyait bien la débâcle arriver, où vous aviez deux blocs contre blocs, le bloc du gouvernement et le bloc des frondeurs. Nous avions une ligne très claire, c'était une ligne social-démocrate sur la ligne politique, et sur la ligne stratégique, l'idée était la suivante, un groupe majoritaire sert à soutenir le gouvernement. Quand on est à l'Assemblée nationale, qu'on est groupe majoritaire, on soutient le gouvernement. En revanche, il faut absolument qu'il puisse y avoir du débat, et le parti est le lieu du débat. Dans une démocratie, il faut toujours qu'il puisse y avoir l'expression, y compris dans un parti politique, des différentes sensibilités. Si vous n'avez pas ce débat-là, ça explose, et on en a vu le résultat avec 6% à l'élection présidentielle. Donc cette ligne-là, qui est une ligne social-démocrate, c'est-à-dire qu'il y a une puissance politique qui est forte pour... notamment face à une mondialisation qui ne connaît plus de règles, une puissance politique qui se fait respecter quand on a des multinationales qui font leur marché mondial pour ne payer de l'impôt nulle part, ça, c'est la social-démocratie. Mais qui laisse aussi une respiration, une forme de liberté à l'entreprise individuelle ou à l'expression, la créativité individuelle. C'est vraiment cette ligne de crête qui est toujours difficile, mais juste très difficile en Europe. Quelle est la différence entre cette ligne dont vous parlez, social-démocrate, et celle qui était celle de la majorité du PS et qui était celle aussi de François Hollande alors au pouvoir ? Je pense que la ligne portée par le président de la République, en tout cas dans son expression, n'a pas suffisamment laissé de place, a donné l'impression de tout céder à l'entreprise et de ne pas faire le contrepoids qui est nécessaire pour assurer un équilibre. Ce qui était vrai dans l'expression, c'est-à-dire que voilà, les Français l'ont ressenti comme tel, et parce que je pense que la communication là-dessus n'a pas été bonne, et ce qui était partiellement vrai dans les faits. Une question de Romain Masneau, RCF. Le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, s'exprime, il prend position, mais on l'entend peu, on a l'impression qu'il n'imprime pas. Est-ce que c'est dû à l'état d'affaiblissement historique du parti aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a aussi une équation personnelle qui ne prend pas ? Je pense que quand vous faites 6% à l'élection présidentielle, c'est difficile de remonter la pente rapidement. Je ne dis pas que c'est impossible de remonter la pente, mais je dis que c'est difficile de le faire rapidement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet vient du fait qu'une grande partie de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron venaient de nos rangs. Et que du coup, même si aujourd'hui certains commencent à plus qu'avoir des doutes sur l'équation du président de la République, pour autant,
Ils ne sont pas encore revenus vers le Parti socialiste. Je ne sais pas s'ils y reviendront, mais enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est que ces électeurs-là, ces Français-là, sont très attachés à la social-démocratie. Et que donc, aujourd'hui, même s'ils peuvent se détacher du président de la République, ils n'ont pas encore trouvé dans l'expression du Parti socialiste une vraie accroche sur cette social-démocratie, en tout cas que moi je soutiens Quand vous dites fermement. social-démocratie, c'est la ligne de crête dont vous parliez, quelque part entre la France insoumise et la République en marche. Il y a vraiment on ne se définit espace pas ni par rapport à la France insoumise, ni par rapport à la République en marche. La social-démocratie, c'est toujours un équilibre entre la liberté individuelle, mais avoir assumé qu'il y ait un État qui se fasse respecter. Et on voit bien que, je vais prendre un exemple, vous prenez l'affaire General Electric et Alstom. Bon. Il y a eu un engagement de créer 1000 emplois. Et c'est sous la condition, il n'y avait pas que cette condition-là, mais entre autres celle-ci, sous cette condition, le gouvernement français a donné son autorisation pour que la fusion entre General Electric, enfin le rachat par General Electric et Alstom ne se fasse. Aujourd'hui, General Electric vous voit et dit « mais moi, je les 1000 emplois, je ne peux pas les créer ». Et personne ne dit rien. On accepte ça comme ça. C'est quoi le respect de la parole publique ? Là-dessus, et donc ce qu'est en train de faire le gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas de la social-démocratie. Parce que la social-démocratie, c'est appliquer le Code monétaire et financier, l'article 153, je crois, -9, qui dit « vous ne respectez pas vos engagements, il y a des sanctions ». Et je crois que les sanctions, elles peuvent aller jusqu'à 50 000 € par emploi. Si vous faites x 1000, ça fait 50 millions d'euros que General Electric devrait faire comme chèque à l'État français. C'est ça, se faire respecter. Faire respecter l'État français, c'est faire respecter la parole des citoyens. Donc il faut qu'il y ait cet équilibre entre les deux. La social-démocratie, c'est pas dire on ne soutient pas les entreprises. Oui, on soutient les entreprises qui créent de l'emploi. Mais il faut aussi que la parole donnée, c'est un contrat, elle soit respectée des deux côtés. Et là, elle ne l'est pas. Et la parole de l'État français se fait bafouer dans cette affaire. Une question de Michael Corr pour La Croix. Une réforme institutionnelle est engagée, on ne sait pas exactement encore quelle forme elle prendra, mais le nombre de députés devrait être limité et une dose de proportionnelle devrait être introduite. Qu'en pensez-vous ? Alors, ce n'est pas dans la réforme. Le gouvernement veut faire une réforme constitutionnelle et institutionnelle. Il fait 3 textes, donc c'est un peu la vente à la découpe. C'est comme les appartements, c'est en vente à la découpe, alors qu'en fait, c'est un tout. Ce qui est reflété derrière cette réforme, c'est la recentralisation par le pouvoir présidentiel, de manière extrêmement forte, qui est assumée dans le texte qui est proposé, où dans le fond, le président de la République a un peu tendance à considérer que le Parlement ne l'intéresse pas et ce qui s'y passe n'est pas nécessaire au fonctionnement de la démocratie. Donc on le voit avec des renforcements assez puissants qui sont proposés par le président de la République. Et l'un d'eux est la diminution du nombre de parlementaires, avec l'introduction d'une dose de proportionnelle. Bon, sur la diminution du nombre de parlementaires, on serait, je crois, en dessous de la Russie, en termes de représentants par habitant. Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, le modèle du président Poutine soit le meilleur modèle de démocratie. Donc, nous, ce qui nous pose question, c'est effectivement, quand vous regardez des petits groupes, si vous voulez avoir une expression plurielle à l'Assemblée nationale, des petits groupes, nous sommes aujourd'hui devenus un petit groupe à 30, pour arriver à fonctionner. Si vous tombez avec si vous faites une règle de 3 avec la réforme qui est proposée, on tomberait à beaucoup moins que 30. Ça suppose que pour qu'il y ait une expression plurielle à l'Assemblée nationale, eh bien, à un moment donné, vous êtes limité dans les moyens humains. Donc vous aurez moins d'expression plurielle à l'Assemblée nationale de la part des petits groupes, ce qui, à mon avis, pose problème pour une vraie démocratie. Est-ce que ce serait pas plus cohérent avec l'opinion des Français ? Non mais en fait, oui, j'entends bien moi, qu'il y a un peu du parlementarisme bashing, on ne sait pas à quoi on sert, on l'entend. Hein. Encore une fois, moi j'invite, moi je suis dans un département, nous sommes 2 députés. Bon, j'ai un département qui est assez large en distance. Si vous voulez avoir un contact avec la population, tous les amendements que je dépose, ils portent le nom de quelqu'un chez moi. C'est parce que ce sont des personnes qui m'ont remonté des problèmes, qui se disent on n'arrive pas à faire bouger les lignes, est-ce que vous pourriez défendre cette position ? Si je suis d'accord, je la défends à l'Assemblée nationale. Là, ce sera terminé, parce que vous ne pourrez pas faire je ne sais pas combien de kilomètres dans la journée ou dans l'année. Donc c'est un vrai sujet de représentation de ce qu'est la démocratie parlementaire. Et encore une fois, avec le chiffre annoncé, on sera, d'après les statistiques, moindre que ce que peut représenter le Parlement en Russie. Une question de Louis Dauphren. Je crois plus que les États-Unis, mine de rien. Parce qu'aux États-Unis, vous avez quand même une représentation qui proportionnellement est plus faible. Il y a beaucoup de parlementaires en France quand même. 177, il y en a eu beaucoup moins à une certaine époque. Oui, il y avait moins de population aussi. Ouais. Il y avait on était moins nombreux en France. Mais quel Français connaît le nom de ce député ?
Bon, écoutez, je pense que dans les grandes villes, vous avez raison, la question se pose. Je vous invite à venir dans mon département, vous leur posez la question pour savoir s'ils connaissent le nom de leur député. J'ai l'impression qu'ils le connaissent plutôt. Mais il y a déjà est-ce qu'il ne faut pas repenser même la carte électorale, parce que les circonscriptions sont découpées de telle manière que les gens ne savent même pas à quoi se réfère vraiment le territoire du député? Non, le territoire du député, il est bien connu dans les départements ruraux. Ce qui n'est pas connu, c'est l'empilement des cantons, des communautés de communes et des PETR. Alors là, je suis d'accord avec vous. Et en plus, tout ceci se chevauche avec des intersections non nulles et qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une vraie Donc difficulté. des circonscriptions uniques, éventuellement, seraient à imaginer Par département ? par département. Non, il ne faut pas exagérer. Vous savez combien on fait de kilomètres par an quand vous vivez à la campagne ? À la fin de la journée, on ne pourra pas couvrir un département. Ce n'est pas possible. Vous parliez tout à l'heure du respect du débat, de la démocratie. Quel bilan vous faites après un an de majorité à l'REM à l'Assemblée nationale? Le groupe socialiste a-t-il trouvé sa place? A-t-il une place? Et est-il présent dans la vie de ce Parlement? Le groupe socialiste, je sais que ça n'a pas été... Nouvelle gauche, excusez-moi. Oui, mais bon, groupe socialiste, nouvelle gauche, vous l'appelez comme vous voulez, est le premier groupe de l'opposition. Il y a 7 groupes à l'Assemblée nationale. Un, la majorité, avec le MoDem, et il y en a 7 autres qui se sont inscrits dans l'opposition. Et le premier de l'opposition sur le nombre d'amendements votés pendant les lois de finances. Personne ne le dit, parce qu'effectivement, le Parti socialiste n'intéressait plus personne, mais ça, j'en ai bien conscience. Mais n'empêche que ça montre 2 choses. Ça montre, un, que nous avons été très présents dans les débats. Je prends un exemple de la loi de finances, mais il y en aurait d'autres. Nous avons été très présents dans les débats de la loi de finances, et surtout, nous avons été en capacité, parfois, d'aller chercher une majorité des votes qui ont été votés par des députés de La République En Marche, c'est-à-dire du groupe majoritaire. Nous sommes le premier pendant la loi de finances en nombre d'amendements votés. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a fait bouger les lignes sur l'ISF, sur les APL, puisque ça, c'était porté par le programme présidentiel. Mais sur un certain nombre de choses, sur les zones de revitalisation rurale, ce sont nos amendements qui ont été votés. Sur plusieurs petits points, qui ne sont pas des points de détail, mais qui ne sont pas non plus le changement de ligne politique du gouvernement, nous sommes le premier groupe en termes d'amendements votés pendant la loi de finances. Sur la loi logement, si vous prenez aussi les débats qui ont eu lieu, c'est aussi le groupe Nouvelle Gauche socialiste qui a été le premier en termes d'expression. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi dans ce cas ça ne dépasse pas la frontière de l'Assemblée nationale ? Effectivement, on n'a pas encore franchi l'étape supplémentaire qui est d'avoir une expression qui parle aux Français, mais le travail à l'Assemblée nationale, il est réellement là. Une question de Romain Masneau, RCF. Alors, j'ai bien compris que vous ne voulez pas vous positionner par rapport à La République En Marche ou à la France Insoumise, mais aujourd'hui, dans cet espace, vous êtes dispersé entre Génération, Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas le Parti communiste, voilà. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous réunir, en tout cas pour les européennes, à présenter, en tout cas avec les écologistes, avec Génération, une liste commune ? Il y aura la question effectivement du rassemblement de la gauche, elle va se poser, et elle se pose déjà, et vous avez raison de le formuler comme vous le faites. Mais encore une fois, quand on veut se rassembler, il faut vraiment positionner déjà ce qu'on est et ses idées moi, je défends la social-démocratie. Juste avant de venir chez vous, j'étais avec un député allemand du SPD parce que je pense que l'Europe, surtout aujourd'hui, on voit avec la crise des réfugiés, est quand même assez absente. Je pense que l'Europe est la seule solution pour avancer là-dessus. Donc, rassembler ce que vous dites la gauche, oui, c'est une nécessité. Est-ce que ça va se faire tout de suite pour les européennes ? On verra. La question de la tête de liste pour les européennes viendra très vite, tout de même. Oui. Elle sera tranchée quand au PS? Il faut qu'elle soit tranchée à la rentrée de septembre. Très bien. Nous marquons une première pause dans cette première partie de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec notre invitée, la députée socialiste Valérie Rabault. Elle est présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Elle est interrogée dans cette édition par Michael Corr pour La Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Tout de suite, une première question de Louis Dauphren. Alors, vous avez parlé de social-démocratie. Je trouve la définition un petit peu évasive parce que l'État fort, en fait, beaucoup peuvent se réclamer d'un État fort. Vous n'avez pas forcément le monopole. Comment est-ce que ça s'incarnerait dans une politique socialiste? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être socialiste? Être socialiste, ça veut dire, dans le fond, marcher sur 2 jambes. Il y a une jambe qui est de dire, nous, c'est le contre-projet que nous avions proposé. C'est avoir comme ligne rouge et comme boussole le fait de soutenir la reprise économique et de réduire les inégalités. Sur ces 2 volets-là,
sur ces deux volets-là, le programme mis en œuvre aujourd'hui par le président de la République ne répond à aucun de ces deux objectifs. La reprise économique, elle a été soutenue, alors on voit les efforts, 2,2% de croissance sur l'année 2017, mais il y a quelques jours, l'INSEE a publié sa note de conjoncture et a dit « attention, on est peut-être sur un faux plat et ça risque de rechuter pour plusieurs raisons, sur la question de l'investissement, sur la question de la consommation des ménages qui est mise à mal par le fait que comme les taxes écologiques, enfin un certain nombre de taxes ont augmenté, la consommation se réduit. Donc sur ce volet-là de soutien à la reprise économique, le compte n'y est pas. Et puis sur le volet de la réduction des inégalités, franchement, quand vous augmentez diminuer les APL pour 6,5 millions de Français, 5 € en 2017 et 5 € en moyenne en 2018, ce qui vous fait du 10 € par mois depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Quand vous regardez la question de la CSG pour les retraités, quand vous regardez surtout dans les départements ruraux, parce que c'est eux qui effectivement payent la plus grande part de la facture, la hausse des taxes écologiques, et que vous mettez ça en face de suppression de l'ISF, mise en place d'une flat tax qui va profiter, en tout cas sur l'ISF, à moins de 1% des Français, on n'est pas dans la réduction des inégalités. Et ça, c'est très dangereux pour le maintien de la cohésion du pays. Vous ne pouvez pas réussir une cohésion du pays si vous voyez que certains bénéficient du soutien du gouvernement et d'autres se font ponctionner à longueur de journée. Une question de Michael Corr de La Croix. Juste un mot, on a un niveau de fiscalité qui est quand même extrêmement élevé. Je ne vois pas comment vous pouvez faire plus, mieux. Je ne vois pas ce qui vous distingue de ce point de vue-là de l'actuel gouvernement. Oui. On a un niveau de fiscalité élevé. Il faut toujours savoir pour ce qu'on a pour son argent. Enfin, on compare toujours au niveau européen des choux et des carottes. Quand on prend les dépenses publiques, qu'on se compare à l'Allemagne, il n'y a pas l'hôpital dedans. On peut aussi se faire des comparaisons en France sans mettre l'hôpital. Et vous verrez qu'on retrouvera sur des niveaux, je ne dirais pas des niveaux de moyens européens, ça dépend de l'objectif qu'on veut se fixer. Encore une fois, la fiscalité, si les Français sont d'accord pour dire on ne fait pas payer les plus aisés et on leur supprime l'ISF, bon, je ne sais pas si tout le monde avait bien compris ça, mais très bien. Mais dans ce cas, ça a forcément des conséquences sur la capacité de l'État d'engager ses missions, et notamment ses missions à l'attention des personnes qui en ont le plus besoin dans notre pays. La cohésion d'un pays, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à ceux qui ont les APL, vous payez 10 € par mois. Vous dites aux retraités... Mais les APL, on voit que c'est aussi donner de l'argent aux propriétaires, en fait. Parce que ça augmente les loyers, en fait. Ça augmente, mais pas dans le parc du logement social. Là, vous avez quand même des loyers qui sont plafonnés. Donc cette question-là, il faut la regarder de près, mais sincèrement, quand vous baissez de 10 € par mois, parce que c'est ça la réalité depuis l'arrivée du président de la République au pouvoir, ça a forcément des conséquences sur la vraie vie des gens. Une question de Michael Corr, La Croix. Alors, parlons peut-être des prestations sociales. Vous parliez de cohésion sociale. Selon le président de la République, nous dépenserions trop de pognon dans ce domaine. Donc le gouvernement envisagerait de faire des économies. L'idée de ces économies, ce n'est pas uniquement de les baisser, c'est de les rendre plus efficaces. Et le diagnostic du gouvernement aujourd'hui et du président de la République, c'est qu'elles ne permettent pas de combattre efficacement la pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette idée est légitime? Moi, je suis fatiguée de l'hypocrisie de ce gouvernement. Vraiment fatiguée. Quand on dit on veut rendre les aides sociales plus efficaces, c'est qu'en fait, on veut les baisser. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Ils n'arrivent pas, ça ne matche pas. Voilà, vous pouvez l'emboîter, ça ne fonctionne pas. Et donc, ils cherchent à tout prix des baisses de dépenses. Ils se rendent compte que sur l'État, ils sont déjà à l'os. Les dépenses de fonctionnement de l'État, c'est 18% du PIB depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'ils vont pouvoir gratter grand-chose. Et donc, ils se disent, on va s'attaquer aux aides sociales. Voilà. Et dans les aides sociales, ils mettent tout et n'importe quoi. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Pendant la campagne présidentielle, le président de la République dit « la prime d'activité, c'est génial, je vais l'augmenter de 50%. » C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. En septembre arrive le vote du budget, en septembre 2017, et là on dit « oh non, la prime d'activité, on va l'augmenter de 20 € par mois seulement. » Et encore, ça va se faire au mois d'octobre 2018 ou au mois de novembre. On ne va pas le faire tout de suite. Et là, on nous dit il faut quand même y réfléchir parce qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne bien. C'est quoi ça, c'est du travail d'amateurisme. Sincèrement, la prime d'activité, aujourd'hui, elle bénéficie à des personnes qui retrouvent un emploi. Et pour quelqu'un qui est au SMIC, ça lui permet d'avoir un 13e mois. C'est véritablement le soutien à l'emploi et aux personnes qui reviennent à l'emploi. Le problème, c'est que tout est comme ça. Sur tous les sujets, vous pouvez les décliner. La allocation pour adultes handicapés, la prime pour la garde des jeunes enfants,
Tout est raboté sans le dire. Quand vous dites, juste, je finis sur l'autonomie, on dit les impôts ne vont pas augmenter, mais on va peut-être réfléchir à une deuxième journée de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire, une deuxième journée de solidarité? Ça veut dire que vous travaillez et que vous n'êtes pas payé. Donc c'est l'équivalent de payer un impôt. Je suis désolée, il faut appeler les choses par leur nom. Alors j'entends cette critique, mais néanmoins dans le diagnostic du gouvernement, il y a quand même cette idée qu'aujourd'hui, le système de redistribution sociale serait inefficace. Prenons l'école par exemple. Aujourd'hui, l'école produit peut-être plus d'inégalités qu'il y a des années. Comment on pourrait mieux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez pour mieux faire? Il faut arrêter, le gouvernement devrait regarder les choses d'un peu plus près. La Commission européenne publie le taux de pauvreté par pays et elle publie un deuxième tableau qui est le taux de pauvreté après les soutiens sociaux. La France a effectivement un taux de pauvreté qui est dans la moyenne européenne, mais une fois qu'on a mis le système social en place, on fait partie des pays qui ont le moins le taux de... Je ne dis pas qu'il est nul, hein, je dis que c'est fait partie des taux de pauvreté les plus faibles de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que notre système social, qui n'est pas parfait, il fonctionne mieux qu'ailleurs. Et le gouvernement devrait regarder, puisque ça, c'est des statistiques qui sont faites de manière homogène entre les pays, ce qui permet d'avoir des comparaisons qui signifient quelque chose. Sur l'école, parce que ça, c'est un autre sujet qui n'entre pas dans les aides sociales, mais sur l'école. Il est exact que le système de l'école... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On regarde les classements PISA, on est moins bon en maths. Bon, il y a un certain nombre de choses. Et en plus, sur la mixité sociale, elle fonctionne peut-être moins bien qu'elle n'a fonctionné, et l'ascenseur social aussi. Deux choses. D'abord, le nombre de jeunes qui sortent du système sans la moindre qualification, sous le précédent quinquennat, il a été réduit de 30%. C'est-à-dire qu'on est passé de 150 000 jeunes à 100 000 jeunes qui sortent du système sans rien du tout. Il y en a encore 100 000 qui sortent du système sans rien du tout. Mais il y en avait 150 000 en 2012. Donc il y a eu un effort qui a été fait de manière significative sur ce point-là. Le deuxième volet sur la mixité sociale, quand vous avez le gouvernement qui, lors de la loi logement, fait sauter tous les mécanismes qui permettent de la mixité sociale, eh bien effectivement, vous allez vous retrouver dans certains quartiers avec des écoles où vous n'aurez que des enfants qui n'ont pas la même chance que d'autres qui sont dans des beaux quartiers. L'école, il y a ce qu'on fait à l'école, mais il y a aussi la manière dont on organise le territoire autour. Et ça, dans la loi logement, les mécanismes qui visent à la mixité sociale ont tous été fragilisés. Tous. Mais ce qu'on attend de l'école publique, c'est qu'elle offre le même niveau d'exigence, quel que soit le territoire où se trouve l'école. C'est ça qu'on attend en fait. Mais l'égalité de l'école publique, c'est ça. Que vous soyez à Saint-Denis ou que vous soyez à Neuilly, que vous ayez le même enseignement. Or, je ne sais pas, ça devrait être le fondamental. Vous avez le même enseignement, seulement vous n'avez pas la même classe. La même classe face à vous. Pas le public. Au nom de quoi vous auriez une offre différente, en fait? Mais je n'ai pas parlé d'offre. J'ai juste dit que vous concentrez dans des quartiers des populations qui ont des difficultés. Et ces populations qui ont des difficultés, leurs enfants se retrouvent dans les mêmes classes à l'école. Et ça, c'est ce qui est, avec la loi logement qui a été votée, les mécanismes qui tendaient à éviter ce genre de choses. Je n'ai pas dit qu'ils avaient fonctionné à 100%, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous ces mécanismes-là, ils ont été détricotés dans la loi logement. Tous. Il n'a pas touché à la loi SRU qui impose un nombre de logements sociaux à toutes les municipalités, 20% de logements sociaux. Et il n'a pas touché, mais ça dépend ce que vous mettez dans votre comptage. Aujourd'hui, si vous vendez des appartements de logements sociaux à un bailleur privé, eh bien, pendant 10 ans, ils vont continuer à compter dans votre parc, alors qu'ils ne seront peut-être plus du tout des logements sociaux. Vous trouvez ça normal ? Donc le comptage a été modifié. Vous ne changez pas la définition de la loi SRU, vous changez juste le comptage que vous mettez dedans. Une question de Robin Mazno, RCF. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des coupes budgétaires qui sont nécessaires? On a une dette qui est à 100% du PIB aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ou est-ce qu'il faut faire des économies? 2000 milliards d'euros de dette à peu près. Alors, je ne suis pas en accord avec le gouvernement là-dessus. Donc, s'il veut faire des économies, il fait ses propositions. Moi, je ne considère pas, je ne suis pas dans la philosophie... Ce n'est pas une priorité. Non seulement vouloir avoir dénigré à ce point la dépense publique, comme le fait le gouvernement, je pense que c'est une erreur économique et c'est une erreur sur le plan idéologique. Et pourtant, l'Europe et Pierre Moscovici, un de vos amis, nous rappelle régulièrement qu'il faut réduire... Non, il ne rappelle pas ça. Il dit qu'il faut réduire le déficit. Le déficit, c'est une adéquation entre vos dépenses et vos recettes. Personne n'a jamais dit qu'il fallait baisser au point la dépense publique. Il a juste dit, débrouillez-vous pour mettre une adéquation en face.
L'adéquation, elle se fait de deux manières. Quand vous supprimez l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 3,2 milliards de moins dans les caisses de l'État. Quand vous mettez la flat tax en place, c'est 1,8 milliard dans les caisses de l'État. Il vous faut trouver 5 milliards. Quand vous supprimez, comme ce qui a été annoncé, la taxe d'habitation pour 20% des Français les plus aisés, il vous faut trouver 10 milliards. Rien qu'avec ça, il vous faut trouver 15 milliards, qui n'y sont pas. Ils n'y sont pas aujourd'hui. Donc effectivement, ça aggrave votre déficit. Et donc, du coup, ce que le gouvernement dit, il faut couper les dépenses. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le point de départ sur les 15 milliards. Donc, je ne vais certainement pas aller dire ou faire quelques suggestions que ce soit au gouvernement sur la coupe des dépenses publiques. Je ne suis pas d'accord. Dans la fonction publique territoriale, il n'y a pas d'économie à faire. Mais il y a sans doute toujours, qu'on fasse plus de numérique, qu'on soit plus efficace, qu'on augmente la productivité, je suis à 100% d'accord, 100% d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais qu'on dise, par exemple, vous avez dans des grandes villes des comptables publics qui sont quand même là pour dire, bon, on vérifie que le chèque que fait le maire pour payer des dépenses, c'est bien conforme à ce qui doit être payé par une collectivité. Quand le gouvernement dit, on va les supprimer, vous trouvez que c'est mieux ? Et on va mettre des comptables privés à la place. Mais à la fin de la journée, 1, vous aurez moins de sécurité, et 2, vous paierez le même prix. Donc ça, c'est de l'idéologie. La privatisation d'un certain nombre de grands secteurs publics pour financer équilibrer le budget, pour financer ces dépenses, c'est une solution ? Alors, effectivement, on vend les bijoux de famille pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Comme l'avait fait Lionel Jospin en son temps, d'ailleurs. Alors, il ne l'avait pas fait sur tout à fait les mêmes. Mais comme l'avait fait, par exemple, Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie sur l'aéroport de Toulouse, puisque c'était vendu à un consortium chinois. Moi, je vois cet aéroport, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc, vouloir privatiser Aéroport de Paris, c'est donner les clés de Paris à un investisseur privé. Aucune ville en Europe, je dis bien aucune ville en Europe, à part le Royaume-Uni, mais qui vient de quitter l'Union européenne, aucune ville en Europe n'est dans cette situation-là. Hambourg, l'aéroport est détenu par la ville et la région. Munich, pareil. Berlin, pareil. Chez les Italiens, c'est la même chose. En Espagne, c'est la même chose. La France va devenir... En Grèce, non. La Grèce a vendu son aéroport aux Allemands. Alors, la Grèce est une exception. C'est Fraport qui gère l'aéroport d'Athènes, et c'est les Allemands qui ont acheté. On est d'accord, on est d'accord. Mais quand vous prenez les autres aéroports, parce qu'il n'y a pas qu'Athènes en Grèce, et que vous regardez la part de l'actionnariat dans les différents aéroports qui existent, y compris en Grèce, pour le reste, ils sont encore détenus par la puissance publique, que je sache. Donc la France deviendrait une exception en Europe. Et puis, je pense que l'aéroport comprenne Roissy ou Orly est plus grand que celui d'Athènes. C'est-à-dire qu'il joue un rôle véritablement... Quand vous n'avez plus les clés sur votre aéroport, vous choisissez plus les compagnies qui atterrissent, vous choisissez plus les horaires. Si vous voulez favoriser certaines compagnies, vous leur mettez des bons horaires, et les autres, vous les mettez des horaires, vous les faites atterrir à des terminaux qui peuvent être éloignés. Tout ça, c'est de la gestion. Ça, c'est de l'infrastructure qui doit rester à la main de la puissance publique, qu'elle s'appelle l'État, la région ou les autres collectivités. Donc, on serait une exception. Mais tout ça pour faire entrer en ouvrant une capitale. Et vous faites comment ? Par exemple, normalement... Alors, je ne dis pas que c'est la solution. Les sociétés d'autoroutes, justement, sont un contre-exemple, puisqu'on ne veut pas que les sociétés d'autoroutes... que les aéroports deviennent comme les sociétés d'autoroutes. Ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure. L'État qui assume son rôle, vous prenez une autre société, Airbus. L'État détient 11% dans le capital d'Airbus. Vous connaissez beaucoup d'actionnaires qui ont 11% dans une société qui ne siège pas au conseil d'administration ? Parce que l'État français ne siège pas au conseil d'administration d'Airbus. Voilà. On en est là. Ça, c'est de l'abandon de puissance publique. Et quand on dit abandon de puissance publique, on trahit la parole des Français. L'Union européenne va plutôt dans ce sens. Non, l'Union européenne n'a jamais demandé à la privatisation de quelconque aéroport. Ça, non, mais pas de monopole. Vers la fin des monopoles publics, c'est quand même une volonté, c'est le paradigme de l'Union européenne, quand même, globalement. Vous mettez en concurrence les marchés, comme le rail, par exemple. Vous êtes un peu en contradiction avec le soutien que vous avez pour l'Union européenne. Vous dites c'est la seule solution, et puis la réalité qui fait que... J'observe juste que sur les aéroports, aucun autre pays en Europe, à part le Royaume-Uni, je dis bien aucun. Il y a une étude sur plus de 400 aéroports en Europe, où on regarde à chaque fois l'actionnariat. Aucun autre n'a donné les clés à des actionnaires privés. Aucun. Donc il faut que la France se ressaisisse. On ne donne pas les clés de Paris à un actionnaire privé. Une question de Michael Cor, Lacroix. Parlons peut-être de la SNCF. S'agit-il d'un abandon, comme vous venez de le dire? Peut-être plus largement, Emmanuel Macron a-t-il gagné la bataille du rail? Il n'a pas gagné la bataille du rail, il a gagné la bataille législative. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il a fait voter son texte.
en feignant d'ignorer, je ne sais pas comment il faut le dire, ou en passant sous silence ce que Angela Merkel et François Hollande avaient réussi à négocier. Il est exact que l'Union européenne, pour rebondir sur ce que vous dites, a demandé à ce qu'il puisse y avoir la mise en concurrence sur le rail. Mais il est aussi exact, et ça a été passé sous silence, que François Hollande et Angela Merkel, tous les deux, ont réussi à faire inscrire une clause qui était de dire « vous pouvez garder l'opérateur historique », donc chez nous c'est la SNCF, jusqu'en 2032, pourvu qu'il offre, entre guillemets, la meilleure condition ou le meilleur service rendu. Enfin, une expression qui est tellement générale que vous pouvez le garder quoi qu'il arrive. Donc, le gouvernement pouvait parfaitement appliquer cette clause qui a été négociée et par François Hollande et par Angela Merkel auprès de l'ensemble des Européens. Il n'a pas souhaité le faire. Donc maintenant, il faut qu'il assume ces choix qui sont effectivement des choix qui vont assez loin dans le démantèlement de ce que pourra être la SNCF. Mais il a gagné une bataille législative, il n'a pas gagné la bataille du rail. Mais peut-être plus politiquement, il semble avoir gagné la bataille de la rue. C'est-à-dire que sur toute cette année et sur toutes les réformes que le gouvernement dit structurelles, on voit bien qu'il y a eu quand même une incapacité des mouvements sociaux à perdurer, à tenir. Une incapacité aussi des personnes de votre groupe à imprimer peut-être une opposition sur ces questions. Comment vous l'expliquez ? Alors, je pense que ce qui est toujours très difficile dans une bataille législative, c'est la manière pour les Français de percevoir les conséquences de ce qui va se passer. Quand vous aurez dans ma région, en Occitanie, quand vous aurez beaucoup de lignes qui auront fermé suite à cette réforme, je ne suis pas certaine, et les Français s'en rendront compte dans 2 ans ou dans 3 ans, ça sera trop tard, évidemment, mais je ne suis pas certaine que là, le président de la République aura le soutien de ces Français-là. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. Et votre parti a critiqué le projet de loi sur la formation et l'apprentissage qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Vous avez critiqué, je crois, la marchandisation de la formation, la recentralisation du système au détriment des régions. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas eu le mérite quand même de s'attaquer à un dispositif qui n'était pas efficace, encore une fois, et qui ne profitait pas à ceux qui en avaient le plus besoin ? Alors c'est vrai qu'il profite insuffisamment à ceux qui en ont le plus besoin. Mais il y a 2 sujets dans ce texte de loi. Il y avait l'apprentissage et la formation professionnelle. Sur l'apprentissage, je vais prendre l'exemple de ma région, vous avez 5000 apprentis qui sont dans des petites villes, 3000 ou 5000 habitants, qui aujourd'hui sont dans des CFA qui peuvent être mis en cause par cette réforme, parce qu'ils sont considérés comme pas assez rentables. Or, le maillage du territoire, ça suppose qu'un jeune à Saint-Gaudens puisse avoir les mêmes droits qu'un jeune à Toulouse. Ça, c'est remis en cause par le texte du gouvernement, qui est de dire on va mettre un prix de la formation pour tout le monde et les petits centres d'apprentissage, ils seront obligés d'être fermés. Donc je pense qu'en termes de cohésion du territoire, c'est un vrai sujet. Sur la formation professionnelle maintenant, là aussi, il est exact que le gouvernement a une communication assez efficace, mais derrière la communication assez efficace, il faut toujours regarder le diable qui s'y cache. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez un compte personnel formation qui est compté en heures. Bon, vous avez 20 heures, 30 heures, etc. Demain, ça va être traduit en euros sonnants et trébuchants. Il est vrai que ça donne de la lisibilité. Les gens savent s'ils ont 500 € sur leur compte, 1000 € sur leur compte, qu'ils pourront utiliser pour avoir une formation. Sauf que ce compte-là, par exemple, n'est jamais réévalué avec l'inflation. Or, vous êtes bien d'accord avec moi qu'une heure en 2018, ce sera toujours une heure en 2022. Mais 1 € de 2018, ça ne sera pas le même euro en 2022. Ce qui fait que tous les 5 ans, les Français vont perdre 10%. Leur compte personnel formation va faire pchit de 10% tous les 5 ans, avec une inflation à 2%. Ils vont se faire déposséder de leur droit à la formation. Vous voyez, ça, c'est des petits exemples concrets. Alors, effectivement, vous allez me dire, mais ça ne paraît pas assez dans le débat public. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'on n'a pas été assez percutant là-dessus. Tout ça, je l'entends comme critique. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des choses trappes qui se cachent derrière pas mal de propositions qui ont été formulées sur ce texte. Le diable est dans les détails. Toujours. Voilà. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouverons notre invitée Valérie Rabault. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de l'émission Face aux chrétiens avec notre invitée, la députée socialiste Valérie Rabault. Elle est interrogée dans cette édition par Michael Cor de la Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Tout de suite, une question de Romain Masneau. L'accord franco-allemand pour créer un budget de la zone euro d'ici 2021, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe ? C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a des accords.
Il faut quand même le reconnaître, et je reconnais bien volontiers au président Macron la volonté qu'il affiche de manière extrêmement importante sur l'Europe. Mais vous voyez, avant de vous rejoindre, j'étais avec un député allemand du SPD. Donc on a évidemment rebalayé cet accord. Et surtout, aujourd'hui, il y a un accord, mais il n'y a pas forcément d'engagement très précis de ce qu'on va faire. Il n'y a pas de montant encore. Il n'y a pas de montant, et il n'y a pas d'objectif très précis sur ce qu'on va faire. Et ça, vous voyez, pour les Allemands, c'est quelque chose qui choque. Les Allemands, dans leur culture, ont l'idée de se dire, on détaille, on fait un processus, on détaille pas à pas exactement ce qu'on veut faire. Et ça leur fait toujours un peu peur quand ils signent avec des Français sur des grandes idées. Bon, nous, on est le peuple des Lumières, on a toujours porté beaucoup d'idées, mais les Allemands ont un côté très précis, et donc ils aimeraient plutôt... Enfin, voilà, la discussion que j'ai eue, c'est combien on met dedans. Pour l'instant, bon, c'est pas encore avancé, mais ce qui est effectivement important, c'est qu'on puisse être dans une démarche d'accord. Donc oui, ça c'est bien, mais encore une fois, il faut voir exactement ce qu'il va y avoir dedans. Il faut voir si ça répond aussi aux souhaits... Typiquement, le SPD allemand souhaiterait plutôt qu'on aille sur l'idée de vrais amortisseurs quand il y a une crise comme celle qui s'est passée depuis 2008, avec des amortisseurs sur le chômage qui puissent bénéficier à l'ensemble des pays. Ce n'est pas forcément ce qui a été proposé par le président de la République. Donc ça, ces questions-là, mais très concrètes dans la vie de tous les jours, elles doivent être portées par l'Europe, parce que sinon, on est trop déconnecté des Pour le citoyens. grand public, pour bien comprendre, cette cagnotte commune, ce budget commun, c'est à la fois pour faire des investissements ensemble, mais aussi pour venir en soutien de pays quand ils traversent des difficultés. C'est bien ça, pour faire très très simple? Alors, oui, c'est ça qui a été annoncé, sans montant. Une question de Louis Dauphren. Est-ce qu'il y a l'idée, je ne sais pas s'il y a un parti politique en Allemagne, si vous avez des alliés européens qui sont pour que l'Allemagne contribue davantage, en fait, au train de vie européen? C'est toujours une question, quand je fais des réunions avec mes homologues députés des parlements nationaux des pays, alors les sociodémocrates, grosso modo, il y a 7 pays en Europe qui ont de la dette, et on en fait partie. Et cette question-là, à chaque fois qu'on se voit, ils n'osent pas trop l'aborder. Voilà. Ils ne veulent pas nous pointer du doigt, mais ils sentent bien quand même que c'est un petit blocage. Pour l'instant, l'Allemagne a certes des excédents, mais elle n'est pas dans une posture où elle a forcément envie de payer plus s'il n'y a pas de contrepartie en face. Encore une fois, les Allemands sont... Y compris la gauche allemande. Mais y compris la gauche allemande, y compris le SPD. Les Allemands sont dans une culture très pragmatique. C'est, si on dit, c'est le process. Alors, ils ont une culture industrielle forte, le process. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble et pourquoi faire. Et nous, on est plutôt dans une culture de dire on fait avancer des grandes idées. Alors, là où ça devient très fort, c'est quand ces deux démarches-là se rencontrent. Et la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, c'était avec François Mitterrand et Helmut Kohl. Et depuis, elles ne se sont jamais rencontrées. Ce qui fait que l'Europe patine. Mais juste pour bien comprendre, tout à l'heure, vous nous avez dit la dette, c'est pas grave. Et là, vous nous dites vous nous avez dit, c'est pas une priorité de s'attaquer à la dette de la France. Là, vous dites, nos voisins ont raison de nous. Mais c'est pas la question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé la question sur les dépenses publiques. Et je vous ai répondu sur les dépenses publiques. Moi, je pense, et je vous ai dit, l'objectif, c'est de faire baisser le déficit. C'est-à-dire de faire en sorte, moi je suis pour que le déficit, qu'on respecte nos engagements européens. Je suis pour qu'on passe sous la barre des 3%. Là, vous ne me ferez pas dire le contraire, parce que j'ai dit exactement la même... J'ai eu cette philosophie pendant 5 ans. Donc je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais seulement, il y a 2 façons d'y arriver. Soit, effectivement, vous avez une... Moi, la version que je vois, c'est de dire... On renforce la reprise économique du pays parce que mécaniquement, quand vous avez une reprise économique renforcée, vous faites rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État sans augmenter les impôts. Et je ne suis pas pour aller casser le système public qui existe en France, comme veut peut-être le faire le gouvernement, en coupant à tout va dans les dépenses. Donc oui, je suis extrêmement sensible et en tout cas attentive à ce qu'on travaille à faire baisser le déficit. Encore une fois, quand le gouvernement précédent est arrivé aux responsabilités, il y avait 130 milliards d'euros de déficit, 5% de notre richesse nationale. On tombe sous la barre des 3% en 2017. Donc il y a eu un gros effort qui a été fait, mais je ne suis pas pour le faire en cassant le système public que nous avons. Voilà. Une question de Michael Corr, La Croix. La France a-t-elle été à la hauteur dans l'affaire de l'Aquarius? Non. Et comment vous comprenez à la fois cette affaire de l'Aquarius et les annonces récentes dans l'accord entre M. Macron et Mme Merkel concernant davantage d'éloignement de migrants entre la France et l'Allemagne?
Non mais la France, sur la question des réfugiés, ça fait longtemps qu'elle n'est pas à la hauteur. Il y a eu l'affaire de l'Aquarius, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas à la hauteur. Y compris sous François Hollande. Y compris sous François Hollande. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à François Hollande sur la question? Je pense que là-dessus, il fallait tout de suite aller, et d'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord dans ce qui a été signé entre Mme Merkel et le président Macron, il faut faire sauter la clause de Dublin. Je suis dans un département, le Tarn-et-Garonne, dans les CAO, donc les centres d'accueil des réfugiés, vous avez des personnes qui sont depuis un an en France, réfugiés, qui sont passées une journée par l'Italie, et on leur dit, ou la Pologne, ou la Grèce, et on leur dit, pour faire vos papiers, il faut que vous retourniez en Pologne, alors qu'ils ne parlent pas le polonais, ils ne parlent pas l'italien. Donc on est dans un délire. On a créé un système qui est une forme qui constitue une forme d'étranglement administratif. Oui, mais tout le monde est d'accord avec vous sur le fait que les accords de Dublin ne sont pas optimaux. Mais personne n'est d'accord, puisque Mme Merkel et, mais ce que tout le monde va vous dire, Emmanuel c'est que ce Macron sont signent autre chose. Oui, mais ce que tout le monde va vous dire, c'est que ce sont les seuls que les pays européens ont à leur disposition sur les questions migratoires actuellement. Et aujourd'hui, étant donné le contexte européen, je pense à l'Italie, je pense à la Hongrie notamment, et je pense à d'autres pays, comment voulez-vous arriver à d'autres accords? Donc qu'est-ce que vous proposez concrètement pour une meilleure politique migratoire européenne? Tous les pays périphériques qui, eux, accueillent de fait de la proximité géographique avec des frontières, accueillent les réfugiés, sont pour une réforme des accords de Dublin. Ça ne vous aura pas échappé. Puisque aujourd'hui, ce sont eux qui se retrouvent à traiter administrativement et humainement l'arrivée de nombreux réfugiés. Et que les puissances qui sont plus centrales dans l'Europe, c'est-à-dire qui ont moins de frontières avec l'extérieur, ne veulent pas qu'on remette en cause ce système de Dublin. Donc là, c'est une forme d'hypocrisie française, pas que française, mais qui n'est pas levée. Et tant qu'elle ne sera pas levée, vous ne pourrez pas avoir un dialogue constructif. S'il peut exister, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous réduisez les chances d'avoir un dialogue constructif sur ce point-là. Mais qu'est-ce que ce serait une bonne politique migratoire européenne? Mais c'est une politique, aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a traiter dans les pays concernés, donc il y a la Syrie, puisqu'il y a des réfugiés qui viennent de Syrie, il y en a d'autres qui viennent d'Afrique, qu'on puisse avoir sur ce point-là une véritable politique européenne, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, la France, elle se débrouille quand même un peu toute seule, que ce soit au Mali ou que ce soit dans d'autres pays. Ça, c'est l'amont. Et puis, une fois que les réfugiés sur notre territoire, il faut absolument qu'ils puissent être traités de manière équitable par l'ensemble des pays et pas qu'on concentre uniquement sur les pays frontaliers comme l'Italie, la Pologne, etc., le flux d'arrivants de réfugiés. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Donc il aurait fallu accueillir la France, on va dire, par exemple, comme l'Allemagne, 1 million de réfugiés, l'Italie, on est presque à 1 million de réfugiés en Italie. Il aurait fallu que l'on prenne notre part avec 1 million de réfugiés, par exemple. Je ne sais pas si c'est 1 million de réfugiés. Je ne crois pas que ce soit 1 million de réfugiés. Ce qui est sûr... C'est combien alors? À partir de quand on est généreux? Aujourd'hui, mais ce n'est pas une question de générosité, c'est une question d'assurer à la fois sur le sol européen de résoudre les problèmes qui se posent, alors que là, on crée des problèmes d'engorgement qui créent des drames humanitaires. Oui, vous dites l'hypocrisie. Alors, à partir de quand n'est-on plus hypocrite? C'est une véritable hypocrisie. C'est une véritable hypocrisie. Mais alors, à partir de quand est-ce qu'on passe dans un stade vertueux, selon vous? On passe dans un stade vertueux au moment où on fait sauter cette clause de Dublin qui dit les réfugiés sont traités par les pays là où ils ont mis le premier pied sur le sol européen. Et par définition, ils mettent le premier pied sur le sol européen, sur les États frontaliers de l'Europe, l'Italie, la Pologne, la Grèce. La France pourrait avoir 10 fois plus de demandes ou 20 fois plus de demandes d'asile. Ça, c'est le premier sujet, l'arrivée. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, le droit français est très compliqué. Tout le monde se renvoie un peu la patate chaude. Il faut quand même se dire dans la manière dont c'est fait. Aujourd'hui, si on veut vraiment régler cette solution, il faut qu'il y ait des moyens administratifs qui soient mis, que les choses soient claires, qu'il y ait des traducteurs, qu'on ne se retrouve pas dans des situations où on voit des choses assez ahurissantes dans le traitement. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens déboutés? Il faut qu'ils soient déboutés avec des bonnes raisons. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on les renvoie? Les gens déboutés, oui, ont vocation à repartir, encore une fois. Parce qu'ils sont laissés dans la nature, non? Non, mais aujourd'hui, ils sont laissés dans la nature. Mais vous avez vu les raisons pour lesquelles ils sont déboutés, certains? Je ne suis pas certaine que dans tous les cas, je suis même certaine du contraire, que dans certains cas, vous avez des analyses du dossier qui sont faites assez rapidement. Romain Mazneau, RCF. L'Europe n'a-t-elle plus qu'à attendre la fin du mandat de Donald Trump pour espérer resserrer les liens transatlantiques, ou est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère où finalement l'Europe ne pourra plus compter sur le soutien des États-Unis? Je pense que l'Europe ne pourra plus compter sur le soutien des États-Unis. On est rentré dans une phase où il y a deux superpuissances qui se
reconstruisent et qui se repensent comme tels, la Russie et les États-Unis. Et nous sommes au milieu et nous ne sommes pas vus comme une superpuissance européenne. Alors qu'on devrait avoir et la capacité diplomatique, économique, culturelle dans ce que nous sommes, de porter une voix extrêmement puissante face à ces deux blocs. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais Qu'est-ce qui si on manque ne le fait pour pas, ça? Il manque un moteur, ce fameux moteur franco-allemand ou alors, il manque, oui. moi je considère que l'Europe s'est arrêtée dans son avancée avec le couple Mitterrand-Kohl. Donc ça fait quelques années. Il faut recréer vous l'appelez comme vous voulez, un couple, un Vous auriez leader été sur européen. une ligne Séguin, par Louis exemple, Dauphren. à une certaine époque. Pardon? Vous auriez été sur la ligne de Philippe Séguin, par exemple, à une certaine Pourquoi vous époque. dites ça? Parce que ça remonte quand même. C'est-à-dire que l'évolution de post-Maastricht, qui a été récusée quand même par pas mal de monde, vous êtes dans cet esprit-là, ou pas? Non, moi je ne suis pas du tout sur la ligne Séguin, je suis sur la ligne D'accord. Mitterrand. Je pense qu'il n'était pas tout à fait sur la ligne Séguin. Mais Michael Corr, ça donnait quoi, la ligne Lacroix. Mitterrand? Ça aurait donné quoi, la ligne Mitterrand, si ça avait été abouti? Si ça avait abouti? Ça aurait donné que vous avez fait des étapes sur la construction, sur le plan économique, que vous auriez fait la prochaine étape, qui était de dire, l'idée de génie de Mitterrand, c'est que vous avez l'euro dans votre poche, tout le monde, c'était de dire, que vous utilisez tous les jours et qui est le symbole européen aujourd'hui. La seule chose que vous avez dans votre poche, c'est 1 euro, 2 euros, qui vous permettent, qui savent que sur la zone euro, on a tous la même monnaie. Je pense que la deuxième étape, et moi je ne vais pas parler pour lui, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, c'est toujours très délicat, mais en tout cas c'est d'arriver vers une citoyenneté européenne, de dire ce sentiment d'appartenir à l'Europe, qui aujourd'hui est en train effectivement de décliner pour beaucoup. C'est-à-dire, on se voit plus comme des concurrents, alors que voilà, moi quand je vais en Allemagne, je suis contente, je me dis je suis en Europe. C'est un sentiment qui se ressent. Et bien, je pense que François Mitterrand aurait fait avancer cette ligne. Et on ne l'a pas assez fait vivre. Une question de Michael Corr, Lacroix. Le 17 octobre, le Canada devrait légaliser le cannabis. Est-ce que le cannabis devrait être légalisé en France? Je n'y suis pas favorable. D'accord. Je pense que pour des questions de santé, vous savez, ce matin, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, est discutée une proposition de loi des Républicains suite aux 80 km/h. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère sur tout ce qui est alcoolémie, aussi les drogues quand on conduit. Donc, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis. Et le 80 km/h, vous en parlez? Vous soutenez cette réforme qui est assez mal acceptée dans le milieu rural? Bah oui, il faut être très pragmatique. Vous avez des routes qui ne sont pas du tout dans le même état. Donc il faudrait avoir... Encore une fois, quand Paris décide de tout depuis le pouvoir centralisé sans regarder l'état des routes, je pense que là-dessus, il y a des routes qui méritent d'être à 70 et d'autres qui peuvent rester à 90. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. On lit ici ou là que François Hollande se prend à espérer peut-être un retour avec le succès de son livre en librairie. Est-ce que ce n'est pas finalement le plus gros obstacle sur la route de la Renaissance qu'a promis Olivier Faure? Non. Je pense que François Hollande fait le tour de beaucoup de librairies en France. J'ai l'impression qu'il fait un peu la campagne qu'il n'a pas pu faire. C'est-à-dire qu'il a retrouvé, je l'ai vu à Toulouse, il a retrouvé sa capacité de discussion avec les Français de manière chaleureuse et assez vraiment sympathique. Peut-être qu'il avait un peu perdu pendant son quinquennat, parce que voilà, la fonction oblige sans doute à beaucoup de choses. Mais là, on le voit de manière très sincère dans son échange avec les Français, et j'ai l'impression que c'est réciproque. Donc je pense que c'est sain qu'un ancien président de la République puisse faire ce tour de France, surtout qu'il n'a pas pu le faire, parce qu'il n'a pas fait campagne, parce qu'il n'était pas candidat. Voilà. Merci beaucoup à notre invité Valérie Rabault, députée socialiste. Notre invité la semaine prochaine sera Louis Gallois, président de la FNARS, la Fédération des associations de réinsertion sociale. D'ici là, vous pouvez nous retrouver l'émission sur les sites de KTO, de la Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Merci, à la semaine prochaine.